Chers amis, bonjour, merci de nous retrouver sur le JT du Nautique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivia Massan avec un invité. Bonjour Olivia. Bonjour, alors je vous présente Fred Neumann, on est très content de le recevoir. C'est un jeune architecte dans le vent qui travaille en indépendant, mais qui a fait beaucoup de projets, qui continue à avoir des projets, qui a beaucoup travaillé avec Christophe Barrault, qui continue à travailler avec Christophe Barrault. Fred, tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc, en ce moment, par exemple, un bateau qui m'a beaucoup occupé, là, c'est le petit Craft 29.5, dont je suis assez content parce ça sera mon bateau perso. Alors, pour préciser, le Craft 29, c'est un projet avec bateau. On a lancé un concours dans bateau et Fred a gagné. Donc voilà, le bateau est en construction. On a la maquette juste derrière. C'est pour ça qu'on est très content de recevoir Fred ici. Fred, oui, donc tu as travaillé aussi pour des grands chantiers comme Outre-mer. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait comme bateau. Oui, tout à fait. J'ai travaillé avec Katana et puis plus récemment Outre-mer, où on a fait avec Christophe Barrault l'Outre-mer 49, qui est sorti l'année dernière là, et qui plaît beaucoup. En tout cas, moi, qui me plaît beaucoup. J'ai un peu navigué dessus et c'est un très très chouette bateau et j'ai l'impression que globalement il plaît pas mal. Donc c'est un bateau dont je suis assez fier. Oui, c'est un beau catamaran, un beau grand catamaran de voyage. Merci Olivia de nous avoir présenté votre invité. Alors ce JT vous est présenté par le magazine Bateau, le magazine One News et Overlap Productions pour la partie vidéo. Sur ce magazine, nous allons vous présenter différents bateaux et différents produits. Pour commencer, l'Alfena 3. Ensuite, nous enchaînerons par le J108 du chantier JB Composite. Ensuite, un nouveau dériveur présenté par le chantier RS, qui est le RS100. Ensuite, nous allons parler un petit peu motorisation, moteur d'étrave, qui est un moteur présenté par la société Xterm. Ensuite, comment aménager son intérieur. On va parler de sellerie et sellerie sur mesure. Et ensuite, nous avons demandé à Castillage et Fusion de nous faire une petite sélection de nouveaux produits. On commence donc par l'Alfena 3. Il y a 2 ans, l'Alfena 3, la société Alfena a présenté l'Alfena One. Cette année, il nous présente un nouveau bateau, l'Alfena 3, un superbe bateau. Bonjour Pierre, je suis sur le stand Alfena. Je suis avec Bruno Motet, qui est donc responsable du chantier. Il va nous présenter non pas ce bateau, parce que ça c'est le One qui est déjà connu, il va nous présenter le 3, qui je crois va naviguer dans 1 an, c'est ça ? Oui. Alors l'objectif effectivement pour nous, c'était de présenter pendant ce salon le projet d'Alfena 3, qui est donc le grand frère de 12 mètres de cet Alfena One. L'objectif était de présenter un bateau avec, dans notre logique encore plus poussée, où on s'inscrit définitivement dans des programmes de déboat innovants et innovants par rapport aux usages. Sur l'Alfena One, on avait déjà développé un très grand cockpit, confortable, un bateau très facile à naviguer. Maintenant, on a poussé vraiment le concept encore plus loin, et la grande originalité de l'Alfena One, le travail qui a été fait donc avec mon associé Hugues Marécaille, Antoine Frisch, designer, Tanguy Le Billon, architecte, et bien sûr Loïc Perron, a été d'essayer de libérer complètement le cockpit d'un bateau. Donc pour ça, on a avancé les 2 barres à roues carrément au niveau de l'entrée du bridge deck. Oui, voilà ça, les 2 barres à roues. Donc là, on a une barre franche. Les 2 barres à roues vont se retrouver de chaque côté de l'entrée de la petite cabine. Et on a à l'intérieur un cockpit qui est entièrement libéré. Et l'originalité, c'est de pouvoir positionner sur ce cockpit un mobilier qui sera fixe en position de navigation, mais qui pourra être complètement modulé, disposé de manière différente dans cette terrasse de cockpit, donc qui fait plus de 13 mètres carrés lorsqu'on sera au mouillage. Et on va aussi proposer donc du mobilier qui sera fait sur mesure pour les clients avec différents modules, canapé, pouf, chaise longue, qui pourra se ranger dans un grand coffre au milieu du cockpit. Donc l'idée c'est que tous ces meubles puissent être stockés à bord, par exemple lors d'une régate ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc c'est un bateau qui va rester tout de même très performant, hein. C'est une carène qui est très stable avec un bouchin vif. Le travail a été fait avec Tanguy Le Billon. Mais on a associé à cet aspect performance, qui est une caractéristique du chantier, une grande dimension de liberté de cockpit, d'aménagement. Et ça, c'est une réelle innovation, puisqu'aujourd'hui, on est dans des structures fixes dans les bateaux. D'accord. Et donc pour un prix de ? Alors le prix, on l'estime aujourd'hui, on n'a pas encore tous les devis, mais c'est un bateau qui va se positionner légèrement au-delà des 300 000 € hors taxe. Il faut qu'on l'estime en fonction des niveaux d'options, en fonction des différents mobiliers, mais c'est à peu près sur ce niveau-là. D'accord, merci Bruno. Merci. Merci Emmanuel. Donc Fred, l'Alfena, c'est typique d'une nouvelle tendance, hein. C'est des boats pour se balader la journée, à très design, carène à bouchin. C'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi ? Oui, tout à fait. Oui, moi je trouve que c'est un bateau qui est très très intéressant parce que, comme tu le dis, il est dans l'air du temps. C'est un bateau qui est très très simple,
retour à l'essentiel, retour au plaisir de navigation, plaisir d'être en mer. Et aussi très, très bien fini, très léché. Si on achète un bateau, c'est pour avant tout se faire plaisir, avoir un bel objet. Et on retrouve ces fondamentaux que moi j'aime bien. Plaisir, simplicité et efficacité, évidemment. On sent bien, ne serait-ce que par l'apport de Loïc Perron qui le démontre. Ce sont des bateaux performants, quoi. Donc performants, plaisir, simplicité, bel objet. C'est des bateaux qui m'inspirent beaucoup, ouais, qui m'inspirent pas mal. Merci Fred. Merci. Et bien après l'Alfena, nous allons parler d'un nouveau bateau qui est présenté en avant-première sur le Nautique de Paris. C'est le J108 présenté par le chantier JB Composite. Nous retrouvons Emmanuel Vandet pour le magazine Bateau. Oui Pierre, je suis sur le stand JB Composite. Ici une nouveauté, c'est le J108. La grande première de ce bateau, c'est la dérive, parce que tous les J étaient plutôt des bateaux rapides et donc quillards. Celui-ci est équipé d'une dérive. Je suis avec Frédéric Bouvier, donc, qui est le directeur commercial. Il va nous expliquer le pourquoi du comment de cette dérive. Alors en fait, on a voulu pouvoir proposer à nos clients qui sont majoritairement régatiers un produit qui leur permette de pouvoir naviguer dans des zones qui sont des zones difficiles d'accès, avec Côte de la Manche, Atlantique pour la France, et puis aussi pour des pays étrangers. On a des pays comme la Hollande, aux États-Unis, la Floride, qui sont des zones où le tirant d'eau est un réel problème. Donc avoir un bateau avec un tirant d'eau dérive-haute de 1,25 m permet d'aller naviguer plus facilement et avec plus de sécurité et de sérénité dans ces zones. Donc d'accord, là il y a un saumon qui a l'air quand même assez bien profilé, et une dérive qui elle-même aussi est profilée. C'est pas une simple tôle. Alors non, c'est pas une simple tôle, parce qu'on a voulu conserver dans l'esprit des J un bateau qui soit plus orienté croisière, mais qui reste un bateau performant. Donc il y a un travail sur l'ensemble du profil du lest qui est en fonte, et la dérive qui elle aussi est profilée. Donc c'est une dérive en composite qui n'est pas lestée, mais qui par contre a un profil qui est travaillé pour pouvoir avoir un bateau qui reste performant. Dans cet esprit-là aussi, on a voulu travailler sur un système de bisafran, qui sont des bisafrans avec des profils aussi, qui sont des profils qui restent travaillés pour la performance. Donc c'est vraiment le but est de pouvoir proposer un bateau qui soit orienté vers la croisière, mais tout en gardant des performances qui sont reconnues chez les J. D'accord. Alors le plan de pont a quelques modifications en fait. Alors voilà donc ces fameux hublots qui sont typiques du design du 108. On va montrer la barre d'écoute. Donc ici, plus de système de retour à l'allemande comme c'était le cas je crois sur le 109, mais un palan beaucoup plus simple en fond de cockpit pour faciliter les réglages et donc pour qu'il y ait un peu moins de ficelle à bord. C'est un peu le but, j'imagine. Voilà, tout à fait. Le but était d'avoir un bateau donc, toujours orienté croisière, avec le moins de bouts possible, le plus facile. Et à l'intérieur, vous allez montrer juste quelques modifications. Quelles sont les différences avec le J109 ? Alors on a travaillé plus sur un restylage de l'intérieur, donc des nouvelles fargues. On retrouve des nouveaux entourages de portes avec des lignes un peu plus modernes. On a travaillé sur les menuiseries aussi au niveau des vernis pour donner un petit peu plus un côté plus chaleureux au bateau. Merci beaucoup. Oui, alors Emmanuel, il y a une phrase, Fred, il y a une phrase qu'Emmanuel vient de dire qui m'interpelle un peu. Il vient de dire qu'un quillard, c'est forcément performant. Ça veut dire qu'un dériveur, ça n'avance pas ? Non, évidemment non. Mais un bateau, comme tu le sais, c'est une affaire de compromis. Et un quillard apportera de la performance, parce qu'un bateau, un monocoque en tout cas, qu'est-ce que c'est ? C'est un porteur de lest. On essaye de faire les bateaux les plus légers possibles, et puis on transporte quand même du plomb. C'est dommage. Donc plus on arrive à mettre ce plomb en bas, moins on a à en mettre. Et c'est intéressant au niveau des performances. Maintenant, un bateau, c'est une affaire de compromis. S'il n'y avait que cette histoire de lest, on naviguerait tous en 60 pieds open avec 4 mètres de tirant d'eau, et puis on n'irait nulle part. Donc évidemment, c'est une solution intéressante que je connais bien, la solution du dériveur lesté. C'est une solution que moi j'apprécie beaucoup. Après, beaucoup de chantiers laissent le choix. Laisse le choix d'appendice, laisse le choix de tirant d'eau, et c'est intéressant. Chacun, en fonction de ses zones de navigation, de son programme, choisira quel compromis adopter.
Vaste sujet que les appendices. Je vous laisse la parole, Pierre. Merci pour la transition. Effectivement, du monocoque, nous allons passer au dériveur pour cette fois-ci découvrir un dériveur extrêmement rapide qui est le RS100 du chantier RS. C'est un sujet qui nous est proposé par Emmanuel Vandet pour le magazine Bateau. C'est bon. Oui, bonjour Pierre, je suis ici au Nautix devant le stand RS France avec Nicolas Honor qui va nous présenter sa nouveauté, le RS100. Bonjour. Et donc le principe du RS100, c'est d'être un bateau en solitaire qui a un gréement assez puissant. Oui, c'est un mât carbone, c'est ça? C'est un mât carbone orientable? C'est un mât carbone qui pivote et qui est capable de supporter 3 surfaces de voile, donc 8,40, 10,20 et 7,40 pour les plus petits gabarits. Alors ça, c'est chacun décide, enfin c'est décidé à l'avance, il y a trois classes distinctes. Voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, en fait, on n'a pas remarqué des différences de performance énormes. Donc tout le monde part sur la même ligne de départ. Et on arrive au classement final à un mix entre les 10-20 et les 8-40 sur le podium. Donc tout le monde peut régater ensemble. Donc on ne casse pas les flottes. Voilà. D'accord. Sachant que le SPI de 12,50 m, lui, est le même pour tous les types de gréements. Donc voilà, c'est uniquement la grande voile. Et donc le SPI, il est ici, j'imagine, là dans la valeur. Voilà. Je vais vous faire une démonstration. Bon, il ne nous manque plus qu'un bon courant d'air pour animer ce SPI et le bateau ne demandera qu'à dévaler les allées. En solitaire, on a la barre dans une main, la drisse dans l'autre main et on hisse et ensuite on a des bords de portant qui sont très agréables parce que très tactiques, parce que des angles, on se croise. Et on n'a donc plus besoin de quitter le cockpit, on reste tranquillement à la barre, on n'a plus besoin d'aller à l'avant, toucher au SPI. On ne va pas à l'avant, donc toutes les manœuvres sont positionnées à portée de main et on n'a pas de trapèze, donc on est toujours relativement stable dans le bateau, on n'a pas d'angoisse de se casser la figure, de compenser le vent, etc. Oui, alors ce bateau n'est pas équipé de trapèze, c'est-à-dire qu'on n'est pas debout sur la coque à l'extérieur, on reste assis sur les ailes. Et donc ce qui est effectivement beaucoup plus confortable, évite les chutes et plus rassurant, j'imagine, pour les débutants. Voilà, c'est ça. En fait, solitaire en trapèze, on approche de l'acrobatique. Donc on a déjà un bateau comme ça dans la gamme RS. Et là, le 100, c'était vraiment pour les gens qui voulaient faire du SPI et du rappel. Alors oui, Nicolas, ce bateau semble convaincant, en tout cas pour les solitaires. On a bien compris qu'ils n'ont pas plus besoin de sortir au trapèze. Et à combien peut-on s'offrir ce joli joujou? Alors, ce joli joujou, comme vous dites, coûte 9 350 € complet. À s'offrir la remorque et c'est parti. Voilà, la remorque, voire même sur le toit de la voiture. Très bien, d'accord. Merci Nicolas. Ouais, merci Emmanuel. Donc là, le RS100, on arrive dans un autre secteur, celui de la glisse, de la voile légère. Vous avez été à cette école-là, Fred? Oui, tout à fait. Moi, j'ai possédé un Laser 4000 pendant quelques années, avec un skiff aussi, ce qu'on appelle ces dériveurs un peu modernes. Je fais beaucoup de kitesurf, enfin, c'est vraiment aussi un élément que j'aime beaucoup. Je trouve que ces bateaux-là sont intéressants parce que le Laser 4000 comme le RS 700 sont des bateaux qui font sans doute un peu peur. Et il n'y avait pas beaucoup d'intermédiaires entre le laser finalement classique ou 420 en double et puis les bateaux typés plus extrêmes dont je viens de citer. Et on sent qu'il y a un créneau là dont pas mal de gens essayent de s'engouffrer et c'est une bonne idée parce que ça fait découvrir ces dériveurs qu'on appelle extrêmes mais qui le sont finalement pas tant que ça. Hein. De quelques heures de pratique, on commence à s'amuser beaucoup. Et ça, c'est sans doute une porte d'entrée vers ce genre de dériveurs qui est sympa. Ouais. Ouais, c'est des beaux engins. À vous, Pierre. Le nautique, ce sont des bateaux, des dériveurs, mais ce sont aussi des équipementiers. Et notamment pour manœuvrer dans les ports, certaines fois, on est bien content d'avoir un propulseur d'étrave. Eh bien, on vous présente un nouveau produit qui vient de la société Xterm. C'est un sujet d'Emmanuel Vandet pour le magazine Bateau. Je suis sur le stand Marino. Marino a donc une nouveauté, c'est un propulseur d'étrave externe, c'est pour ça que ça s'appelle Xterm. Donc contrairement au modèle classique, celui-ci est placé à l'extérieur de la coque pour avoir donc une meilleure propulsion parce qu'il est placé à des endroits plus extérieurs, plus profonds, donc il a plus de couple. Ça permet de faire un tour complet en 50 secondes en mettant 2 propulseurs à l'arrière et ce gros-là à l'avant. Donc c'est beaucoup plus efficace qu'un propulseur classique. Bon là en même temps il y en a 3. Le seul problème évidemment c'est qu'il y a forcément un problème hydrodynamique puisque c'est extérieur, ça fait ça en plus. À comparer avec un modèle qui est un tunnel.
Évidemment, ça fait plus de problèmes qu'un modèle qui est intégré avec des volets. Voilà, donc à tester, à découvrir. En tout cas, un modèle qui est très facile à monter puisqu'il y a juste 2 gros boulonnages et le câblage à faire. Il n'y a pas de travail sur la coque. N'importe quel bateau peut être adapté avec cet X-Turn. Voilà, un propulseur d'étrave qui, en tout cas, ravira ceux qui ont des places difficiles d'accès au port. Merci Emmanuel. Alors propulseur d'étrave. Oh là, propulseur. Je ne vais pas y arriver. Propulseur d'étrave, donc c'est bien pratique en effet. C'est une vraie demande de la part des propriétaires de plus en plus. Oui et non. D'une certaine manière, l'équipement est toujours très important pour le propriétaire. Un propriétaire commence d'abord par nous demander un état d'esprit du bateau, puis très rapidement on dérive vers les équipements. Alors moi je suis assez adepte de simplicité dans les bateaux, de recherche de performance, quel que soit le type de bateau d'ailleurs, et donc je ne vais pas dire que je me bats, mais c'est souvent des discussions quand même assez marquées avec les clients sur pourquoi ne pas essayer de mettre un peu moins d'équipement plutôt qu'un peu plus, parce qu'on fera sans doute des bateaux plus marins. Donc évidemment, les propulseurs d'étrave sont des éléments importants pour des bateaux importants. À partir de quelle taille de bateau en général on prend un propulseur 50 pieds, même avant? Moi, je pense que ça devient intéressant et réaliste à partir de 50 pieds, peut-être un tout petit peu avant, mais voilà. Ouais, ça... Merci. Alors maintenant, on aime bien voir les bateaux, l'intérieur des bateaux qui nous ressemble un petit peu à notre domicile, à notre maison. Une activité qui n'est pas beaucoup connue, c'est la sellerie sur mesure. Emmanuel nous a proposé un sujet pour le magazine Bateau. Oui Pierre, même en Aveyron, on est passionné de nautisme. Cette société de sellerie qui travaille pour Accastillage Diffusion est basée en Aveyron et vous allez voir qu'ils sont capables de travailler, de faire... Donc qu'est-ce que vous faites exactement comme produit? Alors on fait tout ce qui est housse pour bateau, un carré, un couchage, une plage extérieure, dans des tissus qui sont conçus pour le monde nautique. Donc qui peuvent prendre l'eau de mer, qui peuvent prendre les UV, sans aucun problème. Tout est fait sur mesure dans nos ateliers dans l'Aveyron. D'accord. Et par exemple, quand on refait la sellerie, je sais pas, d'un bateau de 6-7 mètres, en gros, ça coûte combien de refaire tous les coussins intérieurs à peu près? En fait, on travaille avec un système de forfait. Donc on va donner un prix qui sera en fonction de la longueur du bateau et de la conception du carré. D'accord. C'est très simple à calculer en fait. D'accord. Donc la personne arrive par exemple avec ses patrons ou ses anciennes housses et très rapidement on peut lui dire, ou les plans du bateau, et très rapidement on peut lui dire voilà, vous en avez pour temps à refaire toute votre sellerie. Exactement. On prend le coût du travail, le port est inclus, donc tout est prévu dans le tarif que l'on donne, il n'y a pas de mauvaise surprise et on est moins cher que des selliers traditionnels. Le tout livré sous 10 jours. D'accord, mais vous avez quand même un petit peu de visite sur place? Il y a des gens qui viennent vous rendre visite ou pas? On est super contents. On a un super accueil, le produit correspond à une demande. On est bien placé en prix visiblement. Et si ça continue, on offrira la Ligo l'an prochain sur le nautique. Parfait, on sera là alors. Merci beaucoup. Bon, on va pas parler d'Aligo, Fred. Au niveau de la sellerie des équipements, le CRAF, vous l'avez pensé de A à Z. Au niveau justement sellerie équipement, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Alors la sellerie, c'est un équipement d'importance dans le craft, parce que le craft, une fois, comme tu l'as vu, une fois qu'il est structuré, c'est-à-dire une fois que sa structure bois est faite, il est fini presque. Et quand je dis il est fini, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il reste à poser les coussins à bord, et puis les winches, le mât, et d'aller naviguer. Donc les coussins, c'est ce qui fait l'ensemble presque de l'état d'esprit de l'intérieur du bateau. Alors on n'en est pas encore à avoir définitivement choisi cette sellerie, mais ça y est, c'est vraiment l'étape dans laquelle on est en ce moment. C'est ces recherches d'état d'esprit, de couleurs, de textures, etc. qui est extrêmement important dans notre bateau parce que c'est un bateau qui est très ouvert, comme tu le sais. Et donc on voit l'ensemble de la sellerie tout de suite. Ouais, c'est vrai que c'est souvent la première chose qu'on voit quand on rentre dans un bateau, c'est la couleur de la sellerie. Enfin, en gros, ça fait toute la déco, quoi. Merci Pierre. Alors sur le nautique, on découvre de nouveaux bateaux, de nouveaux dériveurs, de nouveaux propulseurs d'étrave, mais aussi de l'équipement. L'équipement, la première enseigne en France, c'est Accastillage Diffusion. Donc on leur a tout simplement demandé de nous sélectionner quelques nouveautés. Et c'est un sujet toujours présenté par Emmanuel Vendette pour le magazine Bateau. Pierre, je suis sur le stand Accastillage Diffusion. Donc Accastillage Diffusion, c'est une grosse chaîne. C'est 55 magasins en France et encore 35, je crois, en Europe. 55 en France et une vingtaine, 25 pratiquement en Espagne et bientôt en Italie aussi, où nous arrivons sur le marché l'an prochain. Et un magasin en Belgique à l'heure actuelle.
D'accord, donc je suis avec Pierre-François Yernaud, qui est donc responsable des achats chez Accastage Diffusion. Et Pierre-François, vous allez nous montrer quelques nouveautés qui sont ici au Nautique. On a vu des objets qui ont l'air assez rigolos. C'est surprenant. Celui-ci, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un cône de travaux. Non, ce n'est pas un cône de travaux. C'est effectivement pour éviter les fuites. C'est une pinoche souple, qui fait jusqu'au diamètre 22, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, c'est une pinoche souple, donc au niveau stockage, au niveau encombrement, ce genre de choses, c'est assez pratique et très facile à enfoncer, pas besoin d'y aller forcément au maillet, ce genre de choses. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, j'explique, les pinoches, en fait, c'est pour éviter de couler quand on a une fuite, et c'est particulièrement pour les passe-coques quand c'est rond, mais quand le trou n'est pas complètement rond, évidemment, quelque chose de souple s'adaptera mieux qu'une pinoche en bois qu'on ne va pas sculpter au moment de couler, évidemment. Exactement. Vous connaissez le produit, donc. Oui, c'est mon boulot. Déjà utilisé, d'accord. Voilà, on va passer à un autre produit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le seau. Alors ça, c'est un seau, ça c'est un porte-plat, c'est quoi? Ah, ça. Il y a plein d'utilisations. Vous pouvez effectivement utiliser comme porte-plat, mais son utilisation principale, c'est le seau. C'est un seau souple, peu d'encombrement, qui est en silicone, type silicone. C'est un produit qu'on retrouve aux alentours de 25 € sur le marché. Par contre, l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est pliable, peu d'encombrement, très souple, très résistant. Je vous laisse toucher la qualité de la matière. Ça a l'air costaud, effectivement. Bon, un seau normal, c'est 7 €, c'est sûr, c'est plus cher qu'un seau normal, mais bon, voilà. Au niveau de la souplesse du seau, vous n'avez aucun souci, comme vous le voyez. Et au niveau de l'encombrement, ce qui est un des soucis en général, voilà, vous êtes paré. Très bien, Pierre-François. Et là, je vois, qu'est-ce que c'est ça? C'est une béquille? Ça ressemble à une béquille. Qu'est-ce que c'est? De très très près. Mais vous ne l'utiliserez jamais comme béquille. Non, ça marche pas? Non, c'est un passe-amarre. C'est en fait un outil qui vous permet de passer votre amarre directement sur l'anneau sans avoir à passer par le biais d'un montage particulier avec manille ou autre. Démonstration. On imagine que j'ai mon anneau, je viens me passer dedans. J'ai accroché mon amarre ici, je la passe par là. Vous imaginez que l'amarre passe par en dessous. Et donc je peux la ramener là et faire mon nœud en direct sur mon anneau. Très bien. Ça veut dire qu'au moment de se décrocher, je n'ai pas tout le système à revoir avec la manille à décrocher, ce genre de choses. Je peux juste défaire mon nœud et partir au large. D'accord. Un dernier objet à nous présenter? Qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant? Oui, j'ai une petite pochette là qui est fun et bigarré, assez tendance, qui marche bien. C'est un nouveau petit produit, sac étanche. C'est pas le sac classique 3 tours. C'est un sac avec un système de clip. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas les 3 plis comme le sac habituel qu'on connaît, il n'y a pas non plus la glissière, c'est un système de clic pour étanchifier. Et vous dedans avez un système, voilà, c'est une petite notice. Mais vous avez la place pour mettre un rime, un téléphone portable, des clés. C'est étanche jusqu'à 30 mètres si mes souvenirs sont bons. Vous plissez avec la petite barre, vous refermez au niveau des crochets. Voilà. Et là, vous êtes paré pour étanchéité jusqu'à 30 mètres. Ça se porte à la ceinture. Voilà. C'est pas très encombrant. Ça se retrouve aux alentours de 39 € sur le marché. Merci beaucoup, Pierre-François. À très bientôt. Je vous en prie. Au plaisir. Oui, alors c'est marrant, toutes ces petites choses qu'il nous a montré Emmanuel. J'ai l'impression que toi, tu dois avoir quelques petits trucs, toi, parce que tu as beaucoup navigué sur des petits bateaux, muscadets, corsaires. Justement, quand on navigue sur des petits bateaux, c'est typiquement des petites astuces à avoir, quoi. T'en as eu? T'en as adapté sur le craft ou Oui, évidemment, des astuces, on en a toujours. Alors en citer comme ça, c'est difficile parce que l'astuce est souvent très adaptée à son bateau. Ce que je veux dire, c'est peut-être plus compliqué de penser un petit bateau qu'un grand bateau, justement à ce niveau-là, parce qu'il y a moins de place. C'est sûr, c'est sûr. Dans mon travail, moi, de toute façon, petit bateau comme grand bateau, j'aime bien aller au fond des choses. Alors, presque jusqu'au choix de la gaffe, comme on l'a vu ici, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur les petits bateaux, on est obligé de passer par des astuces un peu partout parce que... il faut gagner de la place, quoi. Il faut gagner du poids aussi, hein, de la masse. Donc dès qu'on arrive à faire d'un élément 3 fonctions, on est hyper content. Ce que tu disais pour la construction, une pièce de bois doit avoir 3 fonctions. J'ai retenu ça, moi.
Merci Olivier Masson, merci Fred Neumann. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du lundi. On vous donne rendez-vous demain, mardi, toujours sur le JT du Nautique.